Bonjour. Vous allez retrouver dans un instant l'interview Hypnose et préparation mentale du sportif, une interview de l'émission Sport Club sur Radio Jeune Reims. On y détaille ce qu'est l'hypnose, son intérêt en préparation de sportifs et très concrètement les méthodes utilisées et les résultats à en attendre. Cette interview est tournée en 2 émissions qui ont été mises bout à bout. Vers 15 minutes où vous entendrez donc une clôture d'émission, puis une relance tout de suite après pour la suite de l'interview. Si ces sujets vous intéressent, si vous faites de la compétition, eh bien, j'ai quelque chose pour vous. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement le guide au format PDF 5 méthodes pour mieux gérer le stress des compétitions. Vous retrouverez des outils concrets pour gérer le stress et mieux performer. A tout de suite pour l'interview. La chronique santé. On est de retour dans les studios de Radio Jeune Reims, nouvelle partie du MAC de Sport Club. Comme chaque mois, j'ai le plaisir d'accueillir Paulin. Salut Paulin. Salut Julien, salut à tous. Pour une chronique santé bien entendu, aujourd'hui bien particulière puisque déjà dans ces studios nous avons un invité. Salut Antoine Menet. Bonjour Paulin, bonjour Julien. Alors tu es hypnotiseur de formation, de métier avec un cabinet à Reims ici. Exactement, je suis à Reims et hypnotiseur, hypnothérapeute, installé à Reims. Alors ici on est dans une émission sportive donc on va parler de sport bien entendu Antoine, mais c'est un cabinet où tu reçois j'imagine au-delà des sportifs beaucoup de gens. Enfin pas que des sportifs quoi. C'est ça, tout à fait. J'ai une partie de mon activité qui va être dirigée je dirais vers le tout public avec des problématiques que les gens présentent généralement chez un hypnotiseur. Donc on va être sur des troubles du sommeil, de la gestion du stress, des troubles de l'alimentation, de la douleur chronique, un petit peu ce genre de problématiques. Et puis une autre partie de ma journée, je change de mode et je reçois cette population étrangère particulière qu'on appelle les sportives et les sportifs. Alors parlons-en donc avec toi Paulin. Alors est-ce que quand tu as commencé tes études en hypnose, tu savais que ça pouvait être orienté vers le sport ? Pas du tout. En plus, c'est assez particulier parce que quand j'ai commencé l'hypnose dans la rue. D'accord. Dans la rue, dans les bars, dans des parcs, j'abordais des gens comme ça, je leur disais est-ce que vous connaissez l'hypnose, est-ce que ça vous intéresse de découvrir, et je leur créais des expériences hypnotiques un petit peu orientées hypnose de spectacle. À Reims ? Alors pas à Reims, c'était... Ah oui, parce qu'à Reims, les Rémois sont un peu durs. Hein. C'était à Paris. C'était D'accord. à Paris, il y a plus de monde, on a plus de chances de... Et c'était une sorte de passion en fait que tu avais avant d'en faire un métier, que tu avais plus jeune ? Exactement. En fait, j'ai découvert l'hypnose complètement par hasard et c'est devenu une passion. Donc, j'en ai pratiqué d'abord comme ça. Et puis, à force, j'avais des copains qui faisaient quand même du sport. Donc, ils ont commencé à me dire, est-ce qu'on peut faire des trucs? Et puis, on a commencé à essayer, etc. Et ensuite, je me suis réellement formé. J'ai entamé une formation et j'ai décidé de conserver cette partie sur le sport parce qu'elle est fascinante. Est-ce que tu es des sportifs aussi toi-même? Alors, je suis sportif, mais je suis sportif vraiment amateur. J'aime pratiquer le sport. Je viens de, là, il y a quelques temps, faire le semi-marathon au Run in Reims. Ah, sous la pluie, donc on s'en souvient tous. Hein. Exactement, sous la pluie. C'était un grand moment de bonheur. Voilà, j'aime beaucoup les sports de combat à titre personnel. Mais voilà, sans grand niveau. Moi, ma passion, vraiment, c'est ce qui se passe dans le cerveau des sportifs et tout le potentiel formidable qui s'y trouve. Et on y pense, on dit toujours que c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Est-ce que pour l'hypnothérapeute, c'est la même chose? Alors c'est un peu vrai, j'essaye quand même de temps en temps, si je repense là du coup à la dernière compétition à celle du Run in Reims pour le coup, là les 2-3 jours qui ont suivi, qui ont précédé, j'ai quand même essayé de me faire quelques petites sessions de préparation mentale, essayer d'appliquer quand même les conseils que je donne. J'allais demander, est-ce que c'est possible pour un hypnotiseur de s'hypnotiser entre guillemets ou en tout cas d'appliquer les conseils qu'on donne? Alors oui, tout à fait. En fait, il y a toute une partie de l'hypnose qu'on appelle l'auto-hypnose, c'est-à-dire le fait d'utiliser les techniques d'hypnose sur soi-même. Et en fait, avant même de partir dans la rue et puis ensuite de partir dans une école d'hypnose et de me former, en fait, j'ai commencé par l'auto-hypnose. D'accord. Et pour être vraiment franc, j'ai commencé l'auto-hypnose pour apprendre mes cours. Incroyable. Et ça a fonctionné? Il est diplômé maintenant. Je suis diplômé, oui. Donc, non, mais très bien. En tout cas. Non, c'était. Mais oui, ça fonctionne. Typiquement, ça fonctionne pour apprendre les cours. Oui. D'accord. Alors juste pour que. Il aurait fallu qu'on se rencontre beaucoup plus tôt, Antoine. Pour commencer, est-ce que tu peux nous définir rapidement l'hypnose pour peut-être les personnes qui ne connaissent pas ce que c'est? Bien sûr, c'est vrai que l'hypnose, très souvent, quand on en parle, on a la vision. Alors il faut le citer parce que c'est comme ça, mais on a la vision de Mesmer. C'est Mesmer, c'est TF1, c'est Arthur. La télé, exactement.
En gros, l'idée de l'hypnose, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mesmer, c'est qu'une partie très très restreinte des techniques de l'hypnose. Hein. C'est très petit par rapport à tout ce qu'on peut faire. En gros, pour simplifier, l'hypnose, c'est de créer un état modifié de conscience, un état dans lequel on est un petit peu différent de notre état habituel, et d'utiliser cet état pour accéder au fonctionnement automatique de nos cerveaux. Accéder à la manière dont on réfléchit, à la manière dont notre cerveau encode la mémoire, les informations, etc. Et à partir de ce moment-là, on peut soit aller créer des sensations et des illusions, ce que fait Mesmer. On peut aussi aller interroger les fonctionnements automatiques de pourquoi est-ce qu'on se met soudainement à stresser à 2 jours d'une compétition, ce que je fais moi avec les sportifs. On peut aussi aller voir comment est-ce que le cerveau gère la douleur. Ce que je fais par exemple avec des personnes qui ont des douleurs chroniques, ou ce que font ce que fait le personnel médical par exemple lors des opérations sous hypnose. Donc sortir les patients, on appelle comment on appelle alors les pour personnes moi c'est des clients parce que je suis pas professionnel de santé, mais Et donc quand on sort les clients donc de leur état habituel et en fait on les met dans un autre état qui a tendance à les bloquer dans la vie en général, donc l'état par exemple de douleur comme tu disais. Alors en fait, on va plutôt les mettre dans un état dans lequel ils ont plutôt plus de potentiel, c'est-à-dire un état dans lequel ils vont pouvoir agir sur leur fonctionnement automatique, agir sur la douleur, c'est plutôt un état dans lequel on a plus de possibilités. Donc une sorte de confiance ? Alors on retrouve de la confiance, on retrouve un espèce de contrôle en fait. C'est assez marrant parce que quand on voit Mesmer à la télé, on se dit en fait les gens sont en train de perdre le contrôle et ils C'est ça, il y a toujours un état de conscience quand même. Alors voilà, c'est ça, il y a toujours un état de conscience. En fait, on est quand je parle et que je suis avec des gens et qu'on fait de l'hypnose, ils continuent à m'entendre. Alors il y a des moments où ils m'entendent plus parce qu'ils sont trop concentrés sur leur expérience, mais en fait, ça reste toujours un état où on est quand même conscient, un peu différemment, et puis surtout ça reste un état dans lequel finalement on est plus en contrôle ou en tout cas en contrôle sur des choses différentes. Dans le ressenti de ses émotions, c'est ça ? Alors voilà, on va par exemple avoir un meilleur accès à ses émotions, on va avoir un meilleur accès aussi à ses sensations physiques par exemple, on va avoir un meilleur accès à ses schémas de pensée. Ce qui est très intéressant dans l'hypnose, c'est de se rendre compte que notre cerveau génère des automatismes. Tiens, dans ce moment-là, je réagis toujours de cette manière-là. Et en fait, au quotidien, on a un peu tendance à subir ces automatismes, voire même on a tendance à se dire bah, c'est une fatalité, c'est tout, je suis quelqu'un de stressé, je suis quelqu'un d'anxieux. Et en fait, l'idée de l'hypnose, c'est d'accéder à notre cerveau et de se rendre compte que ça, on peut le reprogrammer. Et est-ce que ça fonctionne, c'est-à-dire que quelqu'un qui passe dans tes mains entre guillemets et qui arrive à être peut-être un peu moins stressé ou mieux gérer ses émotions, le vit mieux ou différemment? Nous ici, je donne un exemple pour comparer. On dit toujours que quand on a des tics de langage, on les remplace forcément par un autre tic. Alors, est-ce que c'est le cas pour par exemple la gestion du stress, par exemple? Alors, ça peut être le cas si on va s'intéresser uniquement aux symptômes. C'est-à-dire si la problématique, je vais reprendre ton exemple de tic de langage, si le tic de langage est là pour cacher une difficulté, pour cacher une appréhension, si on lui dit arrête de dire tout le temps, il va le remplacer par autre chose. Si on soigne son appréhension à parler au micro, il aura plus de tic de langage. Souvent, clairement, c'est pour boucher un blanc. Hein. C'est parce qu'on sait pas quoi dire, on le remplace par voilà, par exemple. Je pense que dans ce cas-là, ça va être d'apprendre à combler les blancs, ou d'apprendre à accepter qu'il y ait des blancs, ou d'apprendre à accepter qu'on n'a pas réponse à tout. Mais est-ce que, du coup, et c'est la même chose pour la gestion du stress, l'expérience ne peut pas entrer en ligne de compte sans avoir à faire appel à des professionnels par ailleurs? Bien sûr, bien sûr. Alors, ce qu'il faut voir, donc je vais prendre la préparation mentale. La préparation mentale, c'est vraiment l'idée d'apprendre à gérer son mental. Et effectivement, il y a 2 solutions. Soit vous apprenez sur le tas, soit vous décidez de gagner du temps, de récupérer l'expérience d'autres personnes et puis de faire appel à un préparateur mental. L'idée, il y a 2 idées. C'est à la fois de gagner du temps, c'est-à-dire de se dire, soit je fais des erreurs mentales et puis j'espère que d'ici 10 ans, je les aurai corrigées, soit je fais appel à un préparateur mental et je le fais. Mais il y a aussi certaines barrières qui vont être difficiles de franchir seul, en fait. De se dire, voilà, j'ai des barrières depuis longtemps, j'ai des fonctionnements automatiques qui existent depuis longtemps, faire appel à quelqu'un d'extérieur, ça va me permettre peut-être de réussir à avoir une approche différente et les contourner.
D'accord. Et alors pour se mettre pour faire de l'hypnose dans sa préparation mentale, est-ce que il faut attendre justement de remarquer qu'on ait un problème, qu'on ait un coup de mou, ou alors est-ce que quelqu'un qui se sent très bien peut être aidé par l'hypnose? Oui, alors généralement il y a on va schématiser, il y a deux types de personnes qui vont faire appel à moi en fait, que je vais rencontrer. La première, ça va être celle qui se rend compte qu'effectivement il y a un truc qui la bloque. Là, la sensation elle est très claire, c'est je suis bon à l'entraînement et j'arrive pas à être aussi bon en compétition. Ça, généralement, quand il y a quelqu'un qui est très très bon à l'entraînement, qui performe et qui arrive en compétition, qui sous-performe, là, généralement, ça veut dire que la technique est là, le physique est là. Donc t'as tous les tennisman français en fait. C'est le mental. Oui, il y a un blocage. On rigole. Je vais faire une liste d'attente. Il y a un blocage mental, oui. Voilà, en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'à un moment, il y a le mental qui se met en travers de la performance et c'est là que ça intervient. Et après, il peut y avoir aussi quelqu'un qui se dit, j'ai pas forcément de blocage, j'ai pas de gros stress avant les compétitions, pendant la compétition ça se déroule comme je l'ai prévu, mais je sens que au niveau du potentiel je pourrais faire mieux. Voilà, techniquement ça va, physiquement ça va, mais je sens que je peux gratter quelques points. Alors ça va être plutôt dans des sports assez spécifiques, hein. On parlait du tennis. Des sports individuels en tout cas. Pas que. D'accord. Ça peut être à la fois des sports collectifs ou alors des sports en couple. J'ai le cas aussi. Genre le patinage, voilà. la danse, le roller, les choses comme ça, d'accord. Tout à fait. Paulin, autre question, oui, quand on parle de force mentale, de quoi est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle de persévérance? Ou est-ce qu'on parle vraiment de caractère? Voilà, de quoi est-ce qu'on parle exactement? Ouais. Alors ça va dépendre beaucoup des personnes, ça va dépendre beaucoup des sports aussi. Mais grosso modo, la force mentale, ça va être comment est-ce que mentalement on fait face à tout le processus d'une compétition. C'est-à-dire comment est-ce qu'on met son mental au service de son entraînement pour en tirer le maximum. Comment est-ce qu'on met son mental au service de sa préparation à la veille de la compétition pour arriver avec un espèce de repos mental. Pendant la compétition, comment est-ce qu'on gère son jeu, ses pensées, la manière dont on va vraiment s'impliquer dans le jeu. Et puis, il va y avoir une partie aussi récupération mentale, que ce soit face à la victoire ou face à l'échec. Comment est-ce que on tire un apprentissage de l'ensemble de ces événements? Et puis, comment est-ce qu'on met tout ça quelque part? Et c'est là aussi où on parle de force mentale. Comment est-ce qu'on met ça au service de ses objectifs long terme? Mais est-ce que ça nécessite, désolé, je suis un petit peu l'empêcheur de tourner en rond, mais de devoir tout maîtriser finalement? Parce que justement là, en analysant un petit peu tout ce qui se passe dans notre cerveau et en essayant d'être en capacité de le maîtriser, on se dit qu'en fait on est dans une totale maîtrise. Est-ce que des fois on peut pas avoir des inconnus et qui peuvent parfois amener à la performance aussi? Bien sûr. Alors c'est hyper intéressant cette notion de maîtrise, je la trouve vraiment passionnante parce que l'idée justement, en tout cas dans la manière dont moi j'utilise l'hypnose pour la préparation mentale, c'est justement de diminuer au maximum le degré de maîtrise. D'accord. C'est pour ça que je parlais de fonctionnement automatique, c'est-à-dire que l'idée, c'est comme pour un geste technique sportif finalement, l'idée pour le tennisman qui frappe dans sa raquette, c'est pas de se dire est-ce que mon angle est bon, c'est que ça devienne une seconde nature. Il connaît le geste par cœur. Il le connaît, il sait et il a presque plus qu'à laisser faire parce qu'au moment crucial, c'est ça. C'est son entraînement qui va faire la différence. C'est son entraînement qui a créé un automatisme. Et pour le mental, c'est exactement la même chose. L'idée de la préparation mentale, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je réagis aujourd'hui? Comment est-ce que je souhaite réagir demain? D'ensuite, utiliser l'hypnose pour aller créer les fonctionnements performants en tout cas et pertinents. Et ensuite, pour faire en sorte que au jour de l'entraînement, il n'y ait plus de questions à se poser finalement. Ce soit une seconde nature. C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que là, sportif amateur ou de très haut niveau, la mécanique est à peu près la même finalement. Tout à fait. Et pour le coup, j'ai les deux publics. Les deux publics sont tout à fait intéressés par ça. Et effectivement, la mécanique est la même parce que fondamentalement, c'est la personne qui compte. Ça va pas tant être la technique ou le résultat, c'est la personne, c'est ce qu'elle décide de créer chez elle-même. Mais pour autant, le travail est individualisé, j'imagine. Bien sûr, sinon il n'y a pas de résultat. C'est là la subtilité quand même. Il y a une mécanique de base, mais il y a une individualisation du travail. Paulin ? On reviendra peut-être sur la mécanique dans une autre chronique parce que là j'ai l'impression que l'émission va toucher à sa fin. Tu veux qu'on arrive à la fin de cette émission? Ça veut dire que il va falloir revenir et réécouter tous les podcasts parce que là on est parti sur une belle série là.
autour de l'hypnose et de la préparation mentale. C'est hyper intéressant, Antoine. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve là dans les prochaines semaines. C'est que dans un mois en fait. Oui, c'est à peu près tous les mois, oui. Bon, donc voilà, et on va remettre les podcasts en ligne, et comme ça vous pourrez retrouver en taquant préparation mentale ou hypnose, on verra quel hashtag on va proposer, de retrouver tous les podcasts pour ceux qui nous retrouveront la semaine prochaine et qui auront manqué du coup cette partie-là. Merci beaucoup Antoine. Et avec plaisir, merci beaucoup à vous. Et Paulin, donc rendez-vous dans un mois. Dans un mois pour le mag et lundi pour le talk. Et ce qu'on te propose Antoine, si tu as la possibilité de revenir dans un mois, c'est qu'on poursuive la conversation qu'on est en train d'avoir là, parce que moi je la trouve hyper passionnante. Avec plaisir, vraiment. Il y a encore pas mal de questions, Bon, voilà. Avec plaisir, je trouve ça super intéressant aussi. On fait une petite pause, jingle, et puis on arrive quand même à la suite de l'émission, on arrive à la fin, on a encore quelques minutes à passer ensemble, à tout de suite. La chronique santé. Et c'est la coutume, une fois par mois, c'est parti pour une nouvelle chronique santé. Vous écoutez toujours le Mag de Sport Club, on est ensemble jusque 20h comme chaque jeudi sur RJR dans le Mag de Sport Club. J'ai donc le plaisir d'accueillir Paulin. Salut Paulin. Salut Julien, salut à tous. Ah, ce jingle il a pas changé et c'est toujours un plaisir de l'entendre parce que je sais qu'il y a Paulin qui arrive derrière. Exactement, quand c'est en jingle, parce que quand on l'entend en vrai, ça veut dire que c'est pas très bon signe. Ah oui, par contre, ouais, ça c'est clair, vaut mieux l'avoir dans ses studios et en écoutant le podcast de nos émissions. Paulin, nous sommes accompagnés aujourd'hui comme il y a un mois parce qu'on avait entamé une conversation qui était tout à fait passionnante avec Antoine Menet, notre hypnothérapeute. Je dis notre, alors c'est pas le nôtre, mais enfin on peut. On est très heureux de l'accueillir, il a pris ses aises comme ça dans les studios. Salut Antoine. Bonjour Julien, bonjour Paulin. Très heureux de t'accueillir à nouveau. Tu avais accepté il y a un mois de revenir dans nos studios pour parler un petit peu plus techniquement, on va dire, de l'hypnose concernant le sport, l'approche sportive par l'hypnose, préparation mentale de façon un peu plus générale. C'est vrai qu'on avait eu des discussions qui étaient un petit peu plus généralistes la dernière fois. C'était passionnant. Et donc avec Paulin, on a décidé de te réinviter pour rentrer un petit peu plus encore dans le vif du sujet. Voilà. Exactement. On s'était arrêté à peu près en disant que c'était un petit peu comme l'hypnose, comme un sportif qui fait un geste, qui travaille son geste pour avoir, du geste, sans y réfléchir. Donc l'hypnose c'est un petit peu pareil. Est-ce qu'il y a besoin d'entraînement à l'hypnose, ou est-ce que dès la première fois qu'on pratique l'hypnose, justement, ça fonctionne? Alors il y a deux choses. La première, l'hypnose elle-même, la technique hypnotique. Grosso modo, la première fois que je rencontre quelqu'un, je lui fais découvrir cet état d'hypnose, et c'est assez rare les personnes qui ont besoin de plus que un quart d'heure, 20 minutes pour découvrir ça, parce que c'est un état naturel. Donc généralement la personne va assez rapidement découvrir son propre état d'hypnose, son état personnel. Et après il y a la question de ce qu'on met en place, est-ce qu'il y a besoin de s'y entraîner? Et là généralement la réponse est oui. C'est-à-dire que comme l'entraînement technique se perfectionne sur le terrain, l'entraînement mental va se perfectionner sur le terrain. La préparation mentale, on l'a fait dans un cabinet, finalement on est assez confort, c'est sympa, mes chaises sont plutôt cool, mais la réelle efficacité, elle se mesure sur le terrain. Donc c'est pour ça que j'aime bien accompagner les gens en espaçant mes séances et en espaçant de manière à ce qu'ils aient de la pratique, idéalement des compétitions, pour qu'ils puissent mettre en pratique en fait tout le travail qu'ils ont fait. Donc comme un geste sportif, c'est surtout dans la répétition après qu'on arrive à avoir l'automatisme et le bon automatisme. C'est ça. Alors je le lisais sur ton site en me préparant pour l'interview que tu pratiquais l'hypnose ericksonienne. Oui. Donc c'est une hypnose qui est particulière, je suppose. En quoi ça consiste exactement? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire de l'hypnose remonte assez loin, et puis je vais pas faire toute l'histoire, mais il y a un médecin qui a vraiment beaucoup changé les choses, qui était donc le docteur Milton Erickson, un Américain. Et il a changé les choses notamment parce que jusqu'ici, le courant de l'hypnose était très très directif, c'est-à-dire c'était vraiment l'hypnotiseur un peu comme on l'a en tête, qui dit maintenant vous dormez, vous fermez les yeux, enfin voilà, on parlait il y a un mois de Mesmer, voilà, c'est ça exactement. Et puis c'était vraiment des ordres, vous allez changer, vous allez faire des choses. Et le courant ericksonien, le courant qui a démarré donc avec ce médecin, avait deux caractéristiques qui sont extrêmement intéressantes, y compris pour la préparation mentale. Le premier, c'est de laisser un maximum de liberté à la personne elle-même, c'est-à-dire que finalement, l'hypnotiseur va la guider sur un chemin d'un état particulier, va la mettre sur des voies, mais c'est elle qui va construire ses propres solutions. C'est une co-construction finalement. Exactement, et donc c'est un travail en fait. La personne qui est là n'est pas juste assise, les yeux fermés à attendre que ça se passe, c'est elle qui travaille activement à la création de nouvelles solutions. La deuxième caractéristique de cette forme d'hypnose, c'est qu'elle est vraiment fondée sur les ressources de chaque personne. C'est-à-dire que plutôt que de se dire on va apporter des solutions toutes faites, l'idée c'est vraiment de partir de chacun
pour réussir à trouver la méthode qui sera la plus efficace pour lui. C'est pour ça que c'est fondamentalement individuel et individualisé, parce qu'en fait, même sur deux personnes qui font le même sport, qui me disent qu'elles ont la même problématique, en fait, l'histoire sera jamais la même, parce qu'elles n'ont pas la même histoire. Et du coup, ça veut dire que tu peux pas travailler avec un groupe d'individus, tu travailles forcément seul à seul avec une personne? Alors, j'ai fait là il y a quelques temps avec Sport Science Expertise qui fait qu'on salue, tout qui à nous fait. font souffrir. Exactement, que vous connaissez bien. On salue Maxime et Isaïas, ouais. On a réussi à créer un petit événement autour d'une conférence sur la préparation mentale, et c'était à l'époque sur la course à pied. Et donc ce format conférence est possible, grosso modo sur un format pareil, je vais lancer plein de pistes et chacun va essayer d'attraper un petit peu des choses. Mais effectivement, ce sera beaucoup moins efficace qu'une session d'une heure seule à seule où on va reprogrammer les fonctionnements individuels. Vous essayez donc dans un groupe d'améliorer l'individuel pour améliorer le collectif. Mais est-ce qu'il y a aucun moyen vraiment de faire une sorte de séance de groupe et d'avoir tout un groupe en même temps que vous arrivez à emmener et à entraîner mentalement? Si, c'est tout à fait possible. Ce sont des choses que je développe plutôt du côté hypnose et santé. Et dans ce cas-là, en fait, ce que je vais faire, c'est de la formation à l'auto-hypnose, de la formation en groupe à l'auto-hypnose. C'est-à-dire que je vais, en fait, enseigner l'auto-hypnose au groupe, leur montrer comment ça peut fonctionner et les amener finalement à créer pour eux-mêmes le changement. Sachant que tout le monde peut être réceptif de la même façon? Oui, alors non. Oui, mais non. Oui, mais non. Alors, tout le monde peut être réceptif. Ça, ouais. Oui, de la même façon, non. Oui, parce que c'est un état naturel, donc finalement on va rechercher un état naturel, donc finalement tout le monde est réceptif, tout le monde l'a déjà de base, mais de la même manière, non. C'est pour ça que l'idée, c'est de réussir soit à lancer quelque chose de très général qui permet à chacun, grosso modo, en se débrouillant bien, d'attraper les wagons et de créer sa propre expérience, soit effectivement de faire de l'individuel. Donc en fait, l'enjeu sur une hypnose de groupe, c'est vraiment de l'apprentissage en fait, c'est de lancer quelque chose de général et puis ensuite de montrer comment est-ce que chacun peut créer son expérience individuelle. Lors des séances, puisque vous avez une approche plutôt individuelle, il y a forcément une sorte de questionnaire, je suppose, dans la première séance, lors du premier rendez-vous. Quel type de questions vous posez à vos clients? Alors, j'ai rien de formalisé, c'est-à-dire que ça va vraiment dépendre de la personne, ça va dépendre de sa problématique, mais la question fondamentale qui revient systématiquement et qui est vraiment la première chose que je pose aux personnes, c'est qu'est-ce que vous voulez? Important, ouais. Et c'est pas de partir sur quelle est la problématique finalement, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'en fait, l'idée de l'hypnose, c'est de se concentrer sur quel est le fonctionnement maintenant et qu'est-ce qu'on cherche à obtenir. C'est vraiment quelque chose qui est très très projectif. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je veux, et une fois qu'on sait ce qu'on veut, ok, là on peut remettre les outils dans le bon sens pour construire notre objectif. Alors justement, quand tu parles d'outils, pour les personnes comme nous qui ne connaissons pas du tout l'hypnose, on se demande comment est-ce que c'est possible de rentrer dans l'inconscient et comment est-ce que c'est possible justement de faire en sorte qu'il y ait un petit déclic là, que là le blocage n'existe plus, ou qu'au contraire là on arrive à se bloquer un petit peu plus que d'habitude. Quelles sont vos techniques en fait? Comment ça fonctionne? Alors révèle-nous tes secrets, ça y est, c'est ça la question. Non mais ça y est, on arrive au cœur du truc. En fait, l'idée c'est chaque session étant très très différente, je suis ici plutôt sur des généralités, mais en tout cas pour comprendre, notre cerveau génère des fonctionnements automatiques. Au fil du temps, il a appris à réagir, il prend des raccourcis. C'est pour ça que voilà, dans telle situation, je réagis toujours comme ça. Oui, parce qu'en là, fait, j'ai peur, donc je fais ça. Voilà, c'est ça. Donc je vais réussir à faire ça. Et en fait, si notre cerveau fait ça, c'est parce qu'il a l'impression que c'est la solution la plus facile et qu'elle lui a apporté des bénéfices. Donc l'idée, c'est de réussir à remontrer au cerveau exactement quelles sont les conséquences de ses actions et surtout de lui dire, une fois qu'on sait qu'est-ce que tu veux, une fois qu'on a cet objectif-là, de lui montrer, ok, en fait, actuellement, ton comportement ne permet pas d'atteindre cet objectif-là. Et donc, ça va être de lui montrer à quel point l'objectif est important, c'est-à-dire que notre cerveau va prioriser les informations, notamment en fonction des émotions, plus quelque chose est fort émotionnellement, plus il va avoir tendance à lui accorder de l'importance. Et donc de vraiment remontrer l'émotion et l'importance des objectifs pour lui dire ok, ça marche, peut-être que la solution que tu as trouvée n'est pas la bonne solution, je te propose une autre solution. Et en fait l'idée de l'hypnose, c'est de créer cet état modifié de conscience qui permet ça. C'est pour ça que l'hypnose est intéressante dans la préparation mentale, c'est parce que cet état modifié de conscience permet d'entrer dans une zone, dans une sensation où le cerveau
est réceptif à cette discussion, est réceptif à cette possibilité de changer de comportement automatique. Et donc pour trouver les problèmes, est-ce qu'il faut que tu mettes les clients dans une situation, par exemple s'ils gèrent mal leur stress, est-ce qu'il faut que tu les replaces dans une situation de stress pour remarquer où sont les blocages, ou alors est-ce que tu demandes juste au client comment ça se passe et puis en fonction de ce qu'il te dit, tu gères? Alors c'est un peu les deux, c'est-à-dire que je vais lui demander donc quel est son objectif. Son objectif va être de se dire je veux jouer mon meilleur golf et pas être bloqué par mon stress. Et à ce moment-là, on va essayer de se dire ok, mais ton stress il ressemble à quoi? Et là, on va essayer de détailler le stress. Et le stress est différent chez chacun. Chez certaines personnes, ça va être, ah bah tiens, j'ai le cœur qui fait comme un espèce d'énorme poids ou qui palpite. Chez d'autres, ça va être, ah bah j'ai le mental qui arrête pas de me dire, mais tu vas pas y arriver, qu'est-ce que tu fais là, rentre chez toi, etc. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on met à jour finalement le fonctionnement. Et que ce soit cette petite voix, ce poids-là, eh ben, on va proposer au cerveau, on va lui dire, ok, ça marche, tu fais ça, mais l'objectif, ce serait plutôt de faire un petit peu différemment. Est-ce que tu peux essayer de créer un fonctionnement différent? Il va créer ce fonctionnement différent, puis on va le tester, très simplement. On va effectivement lui dire, bah tiens, t'imagines que t'es la semaine prochaine sur ton terrain de golf, et puis ça va être à toi de voir, de ressentir, ok, est-ce que tu arrives à créer un fonctionnement différent? Je reviens sur la notion de réceptivité parce que on parle de sport et beaucoup de sportifs, pour en accueillir quand même beaucoup ici dans cette émission, il y a quand même une part d'orgueil chez les sportifs qui mène aussi à la performance. Parfois l'orgueil, c'est entrer dans le déni. Est-ce que tu es confronté à ça chez certains clients qui te disent par exemple, mais moi non, le stress je le connais pas, c'est pas ça le problème, et donc il y a tout un travail justement là déjà à faire avant même d'entrer dans le vif du sujet. Oui. Alors effectivement cette question du déni elle est pas évidente, c'est pour ça qu'il vaut mieux passer généralement, je me méfie des noms, le stress, l'anxiété, ok, c'est des noms, mais derrière, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière, en fait, finalement. Même si on nomme jamais ça le stress, moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez être bien sur le terrain? Pourquoi vous êtes pas bien? Comment ça fait quand vous êtes pas bien? Ah, ok, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Que vous appeliez ça le stress, la sensation d'angoisse ou l'envie de danser, je m'en fiche. Ce qui est important, c'est que vous sortiez de là. C'est comment le corps réagit en fait justement face à ce stress. Donc tu interroges les clients sur comment, dans quel état physique ils sont au moment où ils stressent. Alors physique et mental, c'est-à-dire que là on a pris le stress et c'est vrai que quand on pense au stress, on pense d'abord à ses manifestations physiques, mais ça peut être tout à fait quand on est dans une émotion négative. Généralement, on va développer tout un discours intérieur qui va être négatif et donc des pensées négatives, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais là, rentre chez toi, etc. On va aussi développer par exemple un espèce de tunnel sur le futur. C'est-à-dire que soudainement, tout ce qui se passe autour de nous et dans le futur disparaît. On n'a que la sensation présente, on a l'impression d'être bloqué dans la sensation et c'est comme si on n'arrivait plus à se projeter vers l'avenir ou plus du tout à tenir compte des choses qui se passent autour de nous. Donc il faut que le patient ait fait une sorte d'autodiagnostic avant de venir. Non, généralement on le fait ensemble. Vous faites ensemble ? On le fait ensemble. Quand on est dans une concentration ultime comme tu le demandes à tes clients, est-ce que tu fais attention aussi ce qu'on appelle le body language, c'est-à-dire qu'il y a des moments, ce sont nos gestes qui nous trahissent un petit peu? Tout à fait. J'ai coutume de dire que le plus difficile dans le métier d'hypnothérapeute, c'est pas de parler, parce que parler, ça s'apprend assez rapidement, mais c'est d'écouter et de regarder. D'observer, et d'observer. En fait, c'est ce qu'on appelle en hypnose la calibration, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va noter dans les changements du corps des réactions de l'esprit. Et effectivement, notre corps nous trahit et nous, on va aller chercher des choses qui vont changer. Alors, je dis des choses, mais en gros, ça va être le rythme de respiration, la fréquence de déglutition, la fréquence, le changement de couleur de peau, etc. Quel processus vous pouvez, qui arrive souvent chez les personnes, par exemple, la respiration, j'imagine. Une fois que quelqu'un commence un petit peu à être dans un moment d'anxiété, on a peut-être tendance à respirer un petit peu plus. Quels sont les gestes que tu remarques le plus souvent ? Alors, ça va vraiment dépendre à la fois des personnes et de leur histoire. Mais effectivement, on va avoir souvent ce trio dont on a parlé. Alors si on prend la question du stress, qui est une des problématiques qu'on aborde souvent, mais qui est pas l'unique. Mais voilà, pour prendre cette question du stress, on va avoir tout d'abord des manifestations physiques. Elles vont vraiment être très très variées chez les personnes. Donc ça peut être le cœur qui bat, ça peut être l'impression de plus avoir de force dans le corps, ça peut être des douleurs. Il y a des personnes chez qui le stress génère vraiment de la douleur physique. Ça peut être le rouge qui monte aux joues. Donc ça va être d'abord tout un ensemble de manifestations physiques. Ensuite, il va y avoir tout un ensemble de manifestations mentales, du discours intérieur qui va commencer à changer. Et puis ensuite, potentiellement, cet effet tunnel qui peut soit faire en sorte que d'un coup,
plus rien n'a d'importance en dehors de l'événement sur le moment, ou alors que soudainement on ne fait que des projections négatives vers l'avenir. Et donc ça, il faut que tu arrives à voir, toi, ce qui se passe dans la tête, en fait, tu arrives à le voir physiquement. Alors, soit j'arrive à le voir physiquement parce que effectivement la personne commence à revivre cet état-là, ou en tout cas il y a des gestes qui trahissent, soit ça va être dans le discours de repérer des choses qui vont changer. C'est-à-dire que quand on est dans un état naturel en dehors de la compétition, on va avoir pas des tics de langage, mais en tout cas un type de langage. Et lorsque la personne va parler des moments où ça va être plus difficile, des moments où elle est sous stress, son type de langage va changer. Et c'est là où je vais commencer à déceler quels sont les schémas qui sont à l'œuvre dans ces moments de stress et qu'il va falloir reprogrammer. Alors je voyais en étant sur ton site aussi que tu faisais de la détection de talent. Alors comment ça fonctionne la détection de talent? Est-ce que à travers l'hypnose alors? À travers l'hypnose, oui. Je me suis posé la question parce que je me suis demandé un petit peu comment c'était possible et je me suis dit tu dois sûrement les mettre dans une situation et tu vois à leur réaction que ils ont un truc. Voilà, facilement, sans avoir appris particulièrement à gérer son stress, ils y arrivent très bien. Est-ce que je me trompe ou est-ce que... Alors ça ressemble tout à fait à ça. Alors on a parlé d'eux et on les a salués. On va recommencer parce que vraiment ils le méritent. Donc salut Maxime et Isaïas de Sport Science Expertise. Donc la détection de talent, effectivement, c'est alors quelque chose qui est vraiment pour le coup vraiment innovant et c'est quelque chose qu'on a monté donc avec eux puisque eux font de la détection de talent physique. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont faire passer une batterie de tests à des jeunes talents et espoirs potentiellement recrutés par des clubs et ensuite montrer quelles sont les performances physiques. Et l'idée, ça a été de se dire, mais si ça c'est possible sur le plan physique, est-ce que sur le plan mental, c'est quelque chose qu'on peut réussir à faire? Et en fait, c'est quelque chose qu'on a créé. Donc c'est un test plus un entretien, donc un test c'est une série de questions plus un entretien derrière que moi je mène. Et l'idée c'est de réussir à se dire, est-ce que la personne qui est en face de moi a déjà des bonnes bases intéressantes sur des caractéristiques qui font que le mental est plutôt fort, et est-ce que elle arrive à se projeter dans une pratique où on se dit, effectivement, dans la manière dont elle envisage sa pratique, il est fort possible qu'elle évolue bien et qu'elle réussisse à transformer son potentiel. C'est ça, c'est génial ça, mais alors ça peut être aussi dangereux parce que ça peut aussi, sans parler de, entre guillemets, de melon, comme on dit chez les jeunes, mais de s'envoler un petit peu et d'aller contre-performer du coup par la suite. Il faut savoir gérer ça. C'est ce dont tu parles à la fin, de dire comment il peut évoluer. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, après, ça ne reste que de l'aide à la détection en réalité. Hein. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont passées, qui sont ensuite confiées aux sélectionneurs et qui peuvent l'aider dans un sens ou dans un autre au moment de sélectionner quelqu'un. L'idée, c'est vraiment de partir sur est-ce que le terrain de base, il y a des choses intéressantes et est-ce que dans la manière dont il se projette, ces choses intéressantes-là peuvent se transformer ou pas. Et ensuite, chacun des tests de détection termine par, voilà, si vous souhaitez en tout cas que ça évolue bien, voilà ce qu'il va falloir travailler, Donc c'est pas définitif, mais... Moi je me mets à la place d'un coach là, je me mets à la place de David Guillon au Stade de Reims là. Je fais appel à toi pour l'été prochain moi, pour savoir si il va bien se roder dans mon effectif, si humainement il va bien vivre avec le reste du groupe. Justement, oui, est-ce qu'il y a des clubs professionnels ou même qui utilisent des hypnotiseurs ou des hypnothérapeutes dans leur club? Alors oui, pour le coup, donc alors deux choses pour en tout cas la saison prochaine, c'est avec plaisir. Salut David. Et alors pour les hypnotiseurs, effectivement, donc il y a quelques préparateurs mentaux qui utilisent aussi l'hypnose dans leur pratique. Il n'y a pas énormément de préparateurs mentaux déjà, et puis il y en a encore moins qui utilisent l'hypnose, mais effectivement c'est des choses qui commencent à arriver. Encore deux petites questions avec tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure. En fait, est-ce que alors ça va peut-être être un gros raccourci, mais est-ce que on peut dire que tu fais presque de la psychologie, mais avant tu les mets dans un état où ils sont en capacité de recevoir justement tout ça, alors qu'un psychologue reçoit un patient, même s'il a envie ou pas d'avancer, il va essayer de travailler avec, alors que toi tu le mets directement dans un état qui permet de pouvoir travailler. Non, c'est pas tout à fait ça, parce que sinon je pense que je vais me mettre toute la communauté des psychologues à dos. Oui, mais... c'est pour ça que je disais que je faisais un gros raccourci. Non, en fait je pense que l'hypnose, en tout cas dans la manière dont je la pratique, ça va plutôt être dans l'idée de construire quelque chose en fait. Plutôt que
on n'a pas du tout, moi en tout cas, j'ai pas du tout une démarche d'analytique. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la personne réagit comme ça, quelque part, je m'en fiche, c'est pas mon travail, ça va être peut-être l'approche d'un psychologue, peut-être que le fait de donner du sens à ce que vit la personne, il me semble que ça va être plus du ressort du psychologue de donner du sens. Moi, mon idée, c'est vraiment de construire, de déterminer quel est l'objectif et de permettre à la personne de construire son mental en vue de cet objectif. Sans nous donner bien sûr toutes les techniques, parce qu'il faudrait aller au cabinet pour avoir ça, est-ce que tu as une astuce d'auto-hypnose que n'importe qui peut, comme ça, aujourd'hui, essayer de faire chez tous les lui auditeurs, voilà. avant un entraînement ou avant une compétition? Oui, bien sûr. Alors, au contraire, je pense que c'est important je suis très heureux de partager en fait les techniques un maximum. Je pense que ça sert à rien de conserver les techniques, c'est-à-dire que les gens qui viennent chez moi, généralement, c'est plutôt parce qu'ils se disent, ok, je veux l'implémenter rapidement et être accompagné. Donc la technique fondamentale, je suis vraiment pour la partager au contraire au maximum. Donc, on va dire une technique. Comment faire la veille, par exemple, pour essayer de bien dormir? Ok. En fait, l'idée est très rapidement du stress. On commence à stresser quand on a un défi et quand notre cerveau considère que nos ressources disponibles sont pas assez fortes pour relever le défi. Donc, il y a deux solutions. Soit on diminue le défi, mais ce qui est pas toujours évident quand c'est le match du lendemain ou quand c'est la détection du lendemain. Soit on augmente les ressources. Et donc, pour ça, par exemple, l'idée, c'est simplement... Alors, très souvent, l'auto-hypnose va commencer par une détente physique. C'est-à-dire que la personne va commencer à se relaxer, à relaxer ses muscles, et puis à prêter attention à une sensation agréable intérieure. L'idée, c'est de commencer à emmener le focus vers quelque chose d'intérieur, de commencer à amener la concentration, voilà, sur une sensation, sur une émotion, sur quelque chose d'assez agréable. Et à partir de là, une bonne routine, je pense, c'est une fois qu'on a atteint cet état de relaxation, de détente, c'est d'aller relire dans l'histoire toutes nos réussites. Mais même celles qui n'ont rien à voir avec le foot, hein. Ça peut être le moment où vous avez eu le bac, ça peut être le moment où vous avez appris à faire du vélo, le moment où voilà, vous avez emballé votre première copine, voilà, vraiment toutes les réussites de l'histoire. Et l'idée, c'est de prendre le temps de les regarder et de montrer au cerveau, mais t'as vu, là t'as réussi à faire un truc vachement fort. En fait, t'as des ressources. Et maintenant, tu les prends et tu les utilises quand j'en ai besoin. Et peut-être que, effectivement, c'est pas de taper dans un ballon, mais peut-être que la ténacité qu'on a eue au moment où on a décroché enfin son permis, et ben cette ténacité, on en a besoin le lendemain sur le terrain. Et en fait, c'est ça. L'idée, c'est de se dire, j'entre dans un état de détente. Et ensuite, je vais montrer à mon cerveau toutes les ressources dont il va pouvoir avoir besoin pour le lendemain. Je pense que ça, c'est une bonne première routine. Donc, utiliser et se rappeler des succès pour développer les suivants. Exactement. Se fonder sur les succès, montrer au cerveau qu'il a les ressources, montrer qu'il a la matière première à transformer. Et généralement, physiquement, on ressent quelque chose aussi quand on repense forcément à tous ces moments-là. Bien sûr. Je pense qu'on commence à avoir un petit peu plus chaud, ou en tout cas, on se ressent peut-être mieux dans nos muscles. Exactement. Comment il faut l'appréhender, ça? Il faut pas en avoir peur, justement? Non, pas du tout. En fait, ce qui est important, c'est de savoir que notre cerveau encode nos souvenirs avec des sensations, avec des images, avec des sons, donc on a forcément tous les souvenirs importants, tous les souvenirs qui ont un fort poids émotionnel vont avoir cet accompagnement de sensations, d'images, etc. Parce que c'est comme ça que notre cerveau garde de la mémoire. Donc effectivement, dès qu'on y fait appel, ça va revenir. Et au contraire, je dirais même aller le chercher. Oui, il faut pas essayer de le contrôler. Non, c'est ça, ni de le contrôler, ni de le bloquer. Au contraire, aller le chercher, parce que c'est ça que votre cerveau apprécie, en fait. C'est ça qui fait qu'il le retient. C'est parce qu'il y a eu cette bonne sensation, c'est parce qu'il y a eu cette bonne émotion, c'est parce qu'il y a eu ce truc. Là, c'est ce qu'on appelle l'euphorie, non? L'euphorie, c'est encore autre chose? Alors là, je sors de mon domaine de spécialité pour le coup, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'on va rechercher parce que, voilà, je disais tout à l'heure que le cerveau, c'est vraiment l'émotion qui est importante pour lui. Et donc du coup, si on lui montre, regarde, j'avais ces ressources-là et franchement, au niveau du feeling, c'était top, il va se dire, ok, ça marche, j'ai compris, tu veux que je recrée ça demain. Okay. Et c'est un petit peu l'histoire de la zone dont tu nous avais parlé sur une chronique santé qui est très rare chez les sportifs, mais cette période un peu de sensation où rien ne peut nous arriver. On est sur un nuage un peu laiteux où tout fonctionne. Bien sûr, et qui est le saint graal de la quête. Alors, ça arrive pas tous les jours. et évidemment de la préparation mentale. Effectivement. C'est l'objectif. Bon, j'ai juste une ou deux questions à rajouter moi pour terminer. La première, elle est très simple. À partir de quand, toi, Antoine, en tant que spécialiste, tu as l'impression d'avoir réussi ton travail? À partir du moment où ton client se sent mieux ou à partir du moment où ton client a performé? À partir du moment où mon client a rempli ses objectifs.
Donc on est sur la notion de performance Oui. quand même. Oui, parce que pour ce qui va être des gens que je vois un petit peu, je dirais en tant qu'hypnothérapeute, ça peut être un peu différent parce que généralement ils arrivent avec un questionnement et puis finalement en creusant le questionnement peut être un peu différent. Mais les sportifs arrivent souvent avec un questionnement très très précis et très concret. Et c'est-à-dire si derrière on n'arrive pas à du très précis, à du concret et à de la performance, bon c'est pas la peine quoi, c'est dommage. Et donc faut venir en disant voilà, moi j'aimerais faire le 10 km en 45 minutes. Pour l'instant, j'arrive à le faire en 47-48. Dans mon entraînement, j'y arrive. Le jour J, j'ai jamais les jambes. C'est ça. Et c'est ça. typiquement le type de problématique. Exactement. Ok. Exactement. Ah oui, il aurait fallu t'inviter il y a 2 mois là. C'était ça. Enfin bon, on est en pleine préparation pour le 2020, nous, donc. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, on fera une session. Eh on se recontacte. Oui, carrément. Justement, d'ailleurs, l'avant-dernière question, une séance, ça dure combien de temps? Et pour que on arrive à la performance souhaitée, il faudrait combien de séances? Est-ce que c'est là aussi aléatoire? Alors, donc une séance, ça dure 1 heure. D'accord. Donc voilà, c'est quand même assez long. Ça puise de l'énergie. On travaille, ouais, ça prend de l'énergie. En fait, j'ai commencé initialement avec des séances d'1h30. C'était plus possible pour les gens qui les suivaient. Vraiment, Même pour toi, ça doit être hyper énergivore. Oui, c'est assez énergivore, ouais, mais moi ça allait parce que grosso modo, je m'arrange pour que ce soit celui qui vient qui bosse. Donc, c'est pas idiot. Ouais, donc ça va. Pas mal. Non, mais une séance, ça dure 1 heure et effectivement, c'est assez intense. Aujourd'hui, ça va dépendre du type de problématique. Maintenant, si c'est quelqu'un qui fait de la compétition et qui souhaite mieux performer en compétition ou en tout cas performer à hauteur de son potentiel, j'ai une formule toute faite en gros qui est de 5 séances. Ok. Et sur une fréquence de tous les combien de temps à peu près? Alors, à peu près 2 semaines. Au début, un petit peu plus souvent. Ok. Voilà, donc il faut se dire, c'est à peu près les 2-3 premières, ça va plutôt être sur des semaines d'affilée, et puis ensuite après 2 ou 3 dernières un peu plus espacées. Eh ben c'était passionnant tout ça. Merci beaucoup Antoine, parce que franchement on a appris plein de choses. On pourrait encore poser plein de questions. Oui. Mais on va s'arrêter là. Tu as plusieurs fois, Paulin, fait référence au site internet d'Antoine. Est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques pour te retrouver? Oui, tout à fait. Alors n'hésitez pas. Donc le plus simple, c'est le site internet. Donc ça s'appelle préparationmentale-hypnose.com. Voilà, après j'ai aussi une page Facebook et une page Instagram, donc n'hésitez pas, et c'est pareil, les deux sont trouvables en tapant préparation mentale, hypnose ou Antoine Menet hypnose. Et de toute façon, comme sur le podcast précédent, on remettra les liens, bien sûr. Exactement. En marge du podcast. Eh ben merci beaucoup Antoine, c'était passionnant. Merci, avec plaisir, c'était vraiment un super moment, j'ai été vraiment content et de la pertinence de vos questions et de partager tout ça ensemble. Bah, je pense que c'est notre curiosité qui fait vraiment, et je pense qu'il y a plein d'auditeurs là qui se posent pas mal de questions, et j'espère qu'on y a répondu un maximum. Et puis sinon tu reviendras, tu fais partie de la famille maintenant. Mais n'hésitez pas, alors si vous écoutez ce podcast, si vous écoutez cette émission, à poser plein de questions aussi, et puis quand on aura suffisamment de questions, avec plaisir pour venir on fera une émission faire un tour. Très bien.